L'actualité cette semaine au Cameroun a également été marquée par cette déclaration à l'adresse des populations de la région du Sud. De manière substantielle, on retiendra qu'une certaine élite du Sud a décidé de tourner le dos au président de la République, son Excellence Paul Biya. Cette élite estime que le Sud a été abandonné. Elle a cité un certain nombre d'exemples et qu'elle ne voudrait plus continuer dans ce mensonge. Ils sont pratiquement 7 qui ont signé cette déclaration à l'adresse des populations de la région du Sud. Nous avons le docteur Apollinaire Legrand-Oko, nous avons Marcel Ebene, nous avons Emmanuel Fouman, nous avons Paul Freddy Oyono, nous avons Madame Joanne Christelle Mendomo, Monsieur Narcisse Evina Ongoto, et nous avons également enfin le professeur Jean-Calvin Abaoyono. Lorsqu'il y a eu cette déclaration qui a justement un ton suffisamment dur, nous avons également eu la réponse du ministre d'État. Il s'agit du ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur au Cameroun, le professeur Jacques Famondongo, lui qui a baptisé sa réplique en ces termes. Beaucoup parlent de changement. Veut-on changer l'homme par qui? Le changement est venu. Il parle là, il cite là le président Paul Biya. Le Sud n'accepte pas cette tentative de parricide politique. Nous avons estimé que le sujet était important parce qu'il s'agit de la région du président de la République, Abel Elimbi Lobé. Une certaine élite a-t-elle définitivement tourné le dos à Paul Biya? Et quelle est l'analyse politique que nous pouvons poser de ce fait à l'approche de l'élection présidentielle? Deux moments. J'espère que vous allez me donner le petit privilège d'évoquer les deux moments. Le premier moment, c'est que depuis que nous sommes entrés dans cette phase active avec les positions que les évêques avaient évoquées, vous vous souvenez ici que j'avais exhorté les élites intellectuelles, culturelles, politiques, les élites d'affaires à prendre position dans le débat politique. Parce que le rôle des élites, c'est de guider la nation. C'est de guider la nation. Donc, s'il y a des élites qui prennent position pour la reconduction, le maintien du président Biya au pouvoir, au risque qu'il décède au pouvoir, et que les gens comprennent cela, il faut que les gens acceptent et comprennent qu'il y a d'autres élites qui disent le contraire. C'est valable à l'échelle de toute la nation, c'est aussi valable à l'échelle des régions et même seulement des communautés. Par exemple, au littoral dernièrement, lorsque le secrétaire général de la présidence était en tournée au littoral, 8 chefs sur la centaine de chefs qu'il y a au littoral se sont levés dans le cadre du Ngondo qui n'a consulté personne pour dire au secrétaire général de dire au président Biya qui est leur fils, qu'il est leur candidat. Ils ont fait ça. Mais comme ils ont donc fait ça, ils doivent s'attendre à ce que là-bas au littoral, qu'il y ait d'autres élites demain ou après-demain. D'ailleurs, je suis déjà dans ce travail-là pour dire aux littoraliens, n'écoutez pas ce que les 3 chefs ou les 8 chefs là ont dit. Ils ont dit leurs choses. L'autre chose, c'est que votons pour la justice. Vous pensez que quand les chefs traditionnels prennent la parole, ce sont des plaisantins? Non. Je dis, ils outrepassent leur mission. Les chefs traditionnels sont des dépositaires de nos vites coutumières. Ça s'arrête là. Pourquoi lorsque ces chefs-là et ces initiés littoriens, ou bien Sawa, pour parler comme vous, ont amené le président au Vouri, vous n'avez pas dit qu'ils étaient en train d'outrepasser leur mission? Non plus. Qui t'a dit que j'avais accepté qu'ils le fassent? Est-ce qu'on a besoin de votre avis? Voilà. Ils ne nous ont pas consultés. Comme ils ne nous ont pas consultés, ils ont estimé qu'ils peuvent prendre qui ils veulent pour l'initier dans nos coutumes. Eh bien,
On peut comprendre ça. Parce que le chef de l'État est le chef de toute la nation. Vu comme ça, on peut comprendre que toutes les confréries initiatiques lui donnent une partie de ce pouvoir. On peut comprendre ça. Mais ils l'ont décidé unilatéralement, puisque ce ne sont pas des gens démocratiques. Leur pouvoir traditionnel, ils ne le tiennent pas par voie d'élection. On ne consulte pas tous ceux qui sont administrés par ces chefs traditionnels. Donc, ils sont dans un registre. Mais ce n'est pas seulement eux qui ont appelé. D'autres universitaires, etc., appellent à voter. Donc, ce que les gens du Sud, ces élites-ci, viennent de faire, est légitime au regard de ce qui se fait habituellement. Habituellement, les femmes Ndongo qui sont des militants d'un parti politique, tout en étant des élites intellectuelles, ont souvent fait comme si le Sud leur avait donné un mandat. Or, femmes Ndongo qui parlent tout le temps, et Yebe Ayisi qui parle tout le temps, et bien d'autres, aucun d'eux n'a un mandat politique. Mais ils parlent. Comme ils ont donc toujours fait cela, il faut aussi qu'ils acceptent que ceux-ci, qui n'ont reçu mandat de personne, mais qui sont des élites, parlent aussi. Et je les félicite. Je les encourage. Je demande à d'autres élites, dans d'autres régions, de se lever, de prendre leurs responsabilités et d'indiquer la voie à suivre aux ressortissants de cette région-là et même peut-être à tout le Cameroun tout entier. C'est ça qui va faire la richesse du débat. Ils n'ont donc pas de justificatif à donner à qui que ce soit. Et quand Femme Ndongo leur répond, eh bien c'est un débat entre élites du Sud. Femme Ndongo, élite du Sud, estime que ces élites-ci ont tort. Eh bien qu'ils fassent le débat entre eux là-bas, nous allons voir qu'est-ce que ce débat va produire. Mais à Baoyono et bien d'autres qui se sont réunis pour considérer que le régime du président Biya n'a que trop duré et qu'il n'a pas apporté les prémices d'un développement du Sud. Ils ont raison de le dire et de faire cela. J'invite les élites du littoral à faire la même chose. J'invite les élites du Nord à faire la même chose. Vous n'êtes pas là pour une contre-campagne hein, du président Paul Biya. Mais je ne suis pas en contre-campagne. Je dis que vous invitez donc ces élites à faire quoi? Les élites qui demandent qu'ils restent sont dans leur rôle. Celles qui demandent qu'ils partent sont aussi dans leur rôle. C'est compris. Madame Abega, en termes d'infrastructure, lorsque nous parlons du développement, donc en termes de développement infrastructurel dans la région du Sud, je présume que vous avez quand même parcouru de temps en temps cette zone du Cameroun. N'avez-vous pas l'impression que ces élites-là ont raison de lever la voix et dire qu'en 43 ans, où leur fils a été président de la République, le Sud n'a presque rien reçu? Je ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est à la 43e année qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont rien reçu. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on commence un jour quelque part? Non, le truc c'est qu'il ne fallait pas attendre 43 ans pour se plaindre. Donc s'ils ont attendu 43 ans... On ne dira pas mieux vaut tard que jamais? Non, je ne pense pas que ils devraient attendre 43 ans. Vous êtes donc contre cette sortie des élites du Sud? Je ne suis pas contre. Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Vous m'avez donné la parole. Et puis, j'ai lu les deux lettres. Oui. La première lettre, quand on regarde la configuration de ceux qui ont signé la lettre, c'est le Dia Elobo qui se plaint de son fils. Et la deuxième lettre, c'est la vallée c'est l'Anvila. Oui. Qui vient réagir. Où est la vallée d'une Thème? Où est l'océan? Ça veut dire que c'est une bataille entre deux départements et les deux départements qui sont bénéficiaires de beaucoup de choses. On ne peut pas dire qu'en 43 ans, le Sud n'a rien reçu. Ils n'ont pas le port en eau profonde. Ils n'ont pas l'université, ils n'ont pas les hôpitaux, ils n'ont pas les routes. Même s'ils n'ont pas les routes, pourquoi ils ont attendu la 43e année pour se plaindre? Ils sont devenus ministres, ils sont devenus beaucoup de choses, les gouverneurs et tout. Donc, le fait de se lever, 7 personnes se sont levées et ont parlé. Je ne sais pas... C'est leur manière de s'exprimer. On ne leur dira pas de ne pas s'exprimer. Chacun doit s'exprimer. Chacun doit dire ce qu'il veut dire. Si le ministre Femme Ndongo a estimé que
c'est lui seul qui doit parler dans le Sud et que les autres ne devraient pas parler. Non. Les autres sont aussi les enfants du Sud et ils expriment leur... Est-ce que le ministre Fam Ndongo interdit aux enfants du Sud de parler? Puisque en venant répondre, oui. Je ne sais pas s'il a parlé en tant que secrétaire national, chargé de la communication. Le ministre d'État Fam Ndongo estime que ceux qui ont signé cette lettre, ce sont des aigris. Hein? Bon, lui, il a signé en qualité de ministre d'État. Oui. C'est pas ça. S'il a signé en qualité de ministre d'État, qu'il montre dans le mandat qui fait de lui le porte-parole du Sud. Donc, on ne peut pas museler les gens. Les gens doivent être capables de s'exprimer, d'exprimer leurs ressentis. Parce que le fait de les étouffer, d'estimer que s'ils ont exprimé leurs ressentis, ils n'ont pas le droit de parler, ou alors on les étouffe, on sort les dossiers secrets, comme ce que j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux, c'est pas normal. Si on parle d'un pays où il y a la liberté d'expression, si les gens se sont levés pour exprimer ce qu'eux ils appellent leur analyse personnelle, peut-être pour revendiquer leur part du gâteau, qu'on les laisse exprimer. Qu'est-ce qui nous dit qu'au sortir de ces débats, nous n'aurons pas une autre lettre qui va circuler sur les réseaux sociaux? Peut-être, cette fois-ci, c'est l'océan ou bien la vallée d'une thème qui vont réagir, parce que chacun a ses revendications, et les revendications ne finiront jamais. Si eux, ils se lèvent pour revendiquer, nous autres qui sommes dans la léquée, nous pouvons aussi nous lever pour nous revendiquer. Mais pourquoi vous avez toujours cette manière de répondre aux préoccupations? C'est-à-dire, vous ne vous êtes pas encore levé. Mais quand d'autres se lèvent, vous dites que bon, nous pouvons aussi dire que nous avons des revendications. Nous ne nous sommes pas... Pour l'instant, ce sont eux qui se sont levés. Non, c'est moi. Vous m'avez donné la parole. Aux gens de la Léquier de se lever. Mais pour l'instant, ceux du Sud se lèvent pour revendiquer. Vous dites que nous, ça dans la Léquier, nous avons des problèmes. Non, le truc c'est que quand ils se sont levés pour revendiquer, oui. La réplique est sortie d'un autre département du Sud. Donc, je veux dire que d'autres départements peuvent aussi se lever pour revendiquer, mais qu'ils ne commencent pas par dire que depuis 43 ans, ils n'ont rien, alors qu'ils doivent faire le bilan de ce qui a été positif dans leur région. Merci. Ils n'ont pas le barrage de Manvele, ils n'ont pas le port en eau profonde, ils n'ont pas les universités, ils n'ont pas quoi, et il y a même le ministre d'État, et il y en a plein d'autres. Donc, ils ne disent pas qu'ils n'ont rien. C'est une façon de se moquer des autres. C'est compris, Madame Abega, calmez-vous. Hein. On va passer la parole au professeur Owenengini. Pour ceux qui ne le savent pas, Owenengini est également un digne fils du Sud, du département, cette fois-là de l'océan. Là, je voulais poser d'abord une première préoccupation. Professeur Owenengini, les signataires de cette déclaration à l'adresse des populations de la région du Sud, ces fils du Sud vous ont approché? Ils ne m'ont pas approché, il n'y a aucune chance. Comment ça, il n'y a aucune chance? Ils ont pensé à m'approcher. Bah, il faut simplement savoir de qui il s'agit. Alors, avant de savoir de qui il s'agit, oui. Nous parlons quand même des problèmes qu'ils posent. Hein, oui. Ceux qui ont signé cette déclaration. Ils parlent par exemple de ce tronçon, l'axe Ebolova à Komde-Kribi, qui n'a jamais été bitumé, alors que le président de la République en a parlé à plusieurs reprises. Il parle d'autres infrastructures qui n'existent pas. Il parle des promesses lors du dernier comice agropastoral, promesses presque jamais réalisées. Alors, vous qui êtes un fils du Sud, est-ce que ces personnes n'ont pas raison? Il faut savoir raison garder. Il faut savoir raison garder. Il faut avoir vu l'état du Sud pour savoir ce que le Sud est maintenant. Certainement, il y a toujours des problèmes, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Vous qui avez des liens avec Mvengue, oui. Vous saviez dans quelles conditions vous voyagez pour y aller? C'était catastrophique. Vous, certainement, qui êtes dans le voisinage de Lolodorf, vous saviez dans quelles conditions on y allait? Il y a eu beaucoup de progrès en matière d'électrification. Allez aujourd'hui dans tous les départements du Sud. En matière d'électrification, c'est un progrès incontestable. En matière de couverture en eau, c'est-à-dire avec des puits et autres, c'est un progrès incontestable. En matière de route, certainement, cette route-là pose problème. Mais il y a beaucoup d'endroits dans le Sud où des routes ont été faites.
Mais quand vous parlez même justement de cette fameuse route, hein, Yaoundé-Mvengue, Lolodov, qui devrait arriver à Kribi, est-ce qu'on peut quand même être d'accord en disant à ceux qui nous regardent ce matin que cette route est extrêmement serpentée et est une route extrêmement dangereuse lorsque le trafic routier verra véritablement le jour de ce côté? Non, monsieur Haïssi. La route se fait en fonction d'une donnée pédologique et d'une donnée géologique et d'une donnée en matière de couverture végétale. Professeur, ça veut dire quoi? Attendez. Il faut vraiment raison garder. Cette route-là, je dis, vous connaissez la géographie. Vous savez comment le sol est rocailleux. Vous savez également comment à beaucoup d'endroits dans ces régions-là, on a des plateaux. Ce que les Camerounais ne savent pas, c'est quand ils viennent là-bas, ils disent, mais c'est très élevé ici. Non. C'est une région qui n'est pas facile à ouvrir du point de vue de sa géologie, du point de vue de ses sols. Voilà pourquoi on n'a pas développé cette région. Non, attendez. Non. Vous êtes toujours dans la logique du sensationnalisme. Vous dites que ce n'est pas développé comment? Mais, monsieur Niemek, vous parlez de choses que vous ne connaissez pas. Pour sortir de Mvengue, on pouvait faire 4 heures. Sortir seulement de Mvengue. Aujourd'hui, vous allez à Mvengue en 2 heures, 1h30. Mais les gens parlent de quoi? Les gens parlent de quoi? Il y a certainement, et à comme 2, et Bolva, je souhaite que cette route soit faite. Ça, c'est un vrai problème. Mais ça ne veut pas dire que comme il y a un problème là-bas, on n'a rien fait ailleurs. Les hôpitaux, les écoles, tout cela a été construit. Qu'on en construise plus certainement, oui. Mais ce qui est valable là est valable pour tout le Cameroun. Il y a toujours un effort supplémentaire à faire quand on veut aller vers la voie du développement. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais au départ. Qui sont ceux qui ont signé? Cela vous intéresse particulièrement? Oui, mais parce que ce qu'ils ont fait n'est pas gratuit. Qui sont-ils? Nous sommes dans la lutte politique. Il s'agit simplement de sympathisants et de militants du MRC. Ah bon? Oui, mais c'est clair. Est-ce qu'il y a Okoseki, Oyonoseki, Mungeseki, Aba Oyonoseki? Ce sont des militants ou des sympathisants du MRC qui, dans le cadre de la lutte politique, et c'est leur droit. Professeur, ils peuvent être militants du MRC ou bien sympathisants du MRC, mais les problèmes posés dans les déclarations, est-ce que ces problèmes existent? Les problèmes existent, mais pas comme ils les envisagent. Parce que quand ils vous disent, vous avez l'impression qu'on vous dit que rien n'a été fait. Mais c'est celui qui ne connaît pas qui peut tenir un tel langage. Moi, je vous dis, une fois, pour sortir de mon village, on a fait 4h30, je dis dans le village. Or, aujourd'hui, on circule comme on veut. Mais les gens parlent de quoi? Je reviens donc à ce que je vous dis. C'est un rapport de force politique. C'est une formation politique qui veut pénétrer dans un espace qui est contrôlé par une autre formation politique. Ça, c'est la première chose. Oui. Maintenant, l'élite. Vraiment, il faut être très modeste. Moi, je ne me présenterai pas comme une élite du Sud. C'est trop gros pour moi. Ah bon? Comment ça? Qui est donc élite? Je n'en ai pas le niveau. Vous n'êtes pas élite. Je n'en ai manifestement... Attendez. Mais donc, si ne nous élevons pas, monsieur. Si vous n'êtes pas élite, il n'y a plus d'élite. Aujourd'hui, là, ça ne passe pas. Non, si vous n'êtes pas élite... Vous n'allez pas m'interrompre. Si vous n'êtes pas élite... Aujourd'hui, ça ne passe pas. Vous n'allez pas m'interrompre. C'est pas une élite. Donc, tout ça pour dire qui est élite? Vous savez bien que c'est du style, monsieur. Qui est élite? C'est du style. Qu'est-ce que je veux dire? Oui. De toutes les manières, la balance se fera. N'est-ce pas? Il y a donc une élite qui parle au nom du MRC. Il y a d'autres élites qui peuvent partir pour telle ou telle formation politique. Rendez-vous en octobre 2025. Vous êtes très rassurant, hein, professeur Onengini. Vous parlez avec une très grande sérénité. Alors, Valère Bessalam, il y a un détail, peut-être même pas un détail, il s'agit quand même des personnes qui sont de la région natale du chef de l'État, c'est-à-dire le Sud, et qui ont énuméré un certain nombre de couacs, entre guillemets, au niveau du Sud. Et en fin de compte, ces personnes-là demandent
aux populations du Sud de ne plus voter pour les fils du Sud. Et le professeur Famandongo dit que ce parricide politique ne passera pas. Oui, mais je voudrais que l'on se comprenne peut-être sur les termes, sur le terme élite. Sur élite, je crois qu'on peut résumer ça en un groupe minoritaire de personnes remarquables sur certains domaines ou certains faits. Ici, je résume ça comme ça. Bon, alors, est-ce que ceux qui parlent, ceux qui revendiquent se sont fait remarquer pour être des élites? Il faut analyser. Bon, peut-être le moins de moi. Hein. Non, peut-être c'est moi qui parle d'élite. Non, c'est même écrit. Voilà. Vraiment, c'est écrit. Vous n'inventez rien. Mais je parle juste d'abord de la signification. D'élite, oui. De signification pour dire que... Bon, est-ce que le professeur Jean Calvin Abayono n'est pas une élite? Est-ce que... J'en viens. D'accord. J'en viens pour dire, est-ce que ceux qui revendiquent sont des élites, ils sont donc fait remarquer pour quoi que ce soit dans leur région, puisqu'on parlait d'une région. Et maintenant, ceux qui combattent ou ceux qui rabrouent les revendiquants, est-ce qu'ils se sont aussi fait remarquer à quoi que ce soit? Alors, comment sont-ils devenus élites? C'est une autre question. Alors, moi, je vois deux camps. Ouais. Moi, je vois deux camps. Je vois le camp d'un monsieur qui a été élevé au rang d'élite et qui, justement, élève la voix pour défendre son beefsteak. Ah bon? Ça, c'est le ministre. Le ministre d'État. C'est le ministre d'État. Je ne sais même plus ce que ça veut dire depuis un bon bout de temps. Et maintenant, je vois d'autres, et là, je me pose la question, comment sont-ils devenus élites? C'est une autre question. Moi, je ne suis pas du Sud. Je ne sais pas ce qu'ils ont réalisé là-bas pour être élites. Mais la revendication qu'ils portent, en vertu de quoi ils la portent? Le professeur a sorti un élément de soupçon, d'influence politique tout à l'heure. Mais quand on regarde dans ce qu'ils ont écrit, on voit quand même qu'il y a des revendications normales d'un peuple du Sud désabusé. Mais moi, je reste sur le fond d'un mot que vous avez utilisé, c'est-à-dire région natale du chef de l'État. Et qui est une notion ou un terme fort à propos. Parce que si vous avez utilisé un autre, on ne serait pas certainement d'accord. Parce que le président n'a pas de région. Je pense qu'on a eu un fameux débat sur les mandats ici. Donc, il est aussi le président de la nation. Il n'est pas le président du Sud. Il n'est même pas le président du centre, ni d'une quelconque région. Il est le président du Cameroun. Il est le président du Cameroun. Alors, vous comprenez que les deux... C'est pour cela donc que le professeur Famandongo l'appelle l'homme-nation. Vous comprenez donc que les deux factions, vous voulez m'amener ailleurs, les deux factions ont tort. Le professeur Famandongo est d'accord avec vous? Les deux factions ont tort. Non, c'est pas le même sens. On en viendra peut-être. Les deux factions ont tort. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles veulent nous laisser penser que comme le président est natalement originaire du Sud, alors il devrait être privilégié. Mais ils sont déjà privilégiés. Parce que madame Abega l'a dit tout à l'heure, ils sont déjà privilégiés. L'aîné, lui, il a pris les postes institutionnels, vraiment proéminents. Mais si on regarde les postes ministériels, le Sud a l'essentiel des postes les plus importants. Je n'ai pas dit les plus grands postes, du moins, je n'ai pas dit en termes de nombre. Les postes les plus importants, c'est le Sud qui les tient. Depuis que Paul Biya est au pouvoir, si vous décomptez les finances et partout, vous pouvez avoir quelques exceptions qui sont venues, je ne sais pas moi, de l'Est ou de quelques endroits. Mais c'est le Sud qui a tous ces postes-là. Alors le problème, moi ma question à ceux qui revendiquent, ils revendiquent sur Paul Biya ou ils revendiquent sur ce que Paul Biya a désigné dans le Sud tout le temps pour être toujours ses acolytes dans le gouvernement. Parce qu'autant je disais tout à l'heure que nous avons besoin d'un président qui travaille, autant aussi nous avons besoin d'un président qui nomme à des postes des gens qui servent le peuple. Vous comprenez? Alors, si le président parvient à garder au pouvoir tout le temps, 20 ans, 30 ans, 40 ans, des gens qui ne travaillent jamais, comme celui donc qui est venu rabrouer les autres élites montantes là. Parce que lui, il est à ce poste depuis 21 ans. Il est resté 15 ans. 2004. Il n'est pas le seul qui est à ce poste-là. Non, mais c'est lui qui est sur notre table. Les autres n'ont pas écrit, c'est lui qui a écrit. C'est pour ça que je parle de lui. Pourquoi vous voulez que moi je parle des gens qui ne sont pas intervenus au débat? C'est lui qui a écrit. Il est à ce poste depuis 21 ans. 21 ans. Alors, bon, qu'il nous dise aussi ce qu'il a fait.
l'université même de Bolo n'a jamais été construite. Les enfants font des cours dans des écoles primaires, dans des lycées. Non, c'est dans des établissements qui n'ont rien à voir avec l'université. Nous savons qu'il va vous dire qu'il a créé des universités. Berthoud aujourd'hui n'est pas encore construit. Marois même, depuis que... Est-ce qu'on crée une université? Est-ce qu'on crée une université sur le papier et on envoie les enfants fréquenter sur les bananiers? Ce n'est pas sérieux. Et voilà. Marois qu'on a créé depuis 2004 et qui est entré en 2008 avec les premières générations de l'école normale. Aujourd'hui, Marois n'est pas fini. Bamenda n'est pas fini jusqu'à aujourd'hui. Alors, voilà un monsieur donc qui a mis 21 ans. Et il trouve que ceux qui viennent revendiquer là n'ont pas le droit de revendiquer parce que Biya est un homme-nation. Ça veut dire qu'en fait Biya c'est le Cameroun. Non, Biya n'est pas le Cameroun. Biya c'est un individu comme tout le monde à qui le peuple a donné l'élection à partir, on va dire ça comme ça, du 14 janvier 1984 parce que on était encore sur le parti unique. Parce que la véritable élection on commence en 1992, même si on dit qu'au passage il a volé. Vous comprenez? Donc, nous ne voulons pas savoir qui est élite ou pas. Pour moi, ces gens n'existent pas. C'est Biya qui a la faute. Autant, la dame disait tout à l'heure, et vous l'avez rabroué. C'est-à-dire que le problème que posent ces gens du Sud est le problème que peuvent poser tous les autres Camerounais des autres régions. Et qui donc est le principal problème de cette architecture de malfaisance au Cameroun? C'est Paul Biya. J'ai dit tout à l'heure. Le gouvernement, une attitude de malfaisance. Oui, c'est de la malfaisance. Vous avez une expression très dure quand vous parlez du président Paul Biya. Et c'est depuis 2019 que dans le dernier gouvernement, nous connaissons tout ce qui s'est passé là au milieu. Le professeur parlait tout à l'heure de la route, d'ailleurs vous l'avez évoqué. Et Bolo va à comme de Kribi. Sauf que le ministre des Travaux qui est là, il n'en est pas responsable. On ne peut pas lui poser ça sur la tête. C'est celui qui était là avant. Ah, vous voulez parler de la route Yaoundé-Mvengue-Lolodor? Bien sûr, bien sûr. Vous avez soulevé le problème, mais le professeur s'est érigé en censeur, ingénieur. Il a dit que c'était une très bonne route. Il nous a expliqué comment, la pédologie, et tout est ainsi de suite. Non, c'est un projet... Cette route-là va tuer beaucoup de gens, professeur. C'est un projet particulier sur lequel je me suis intéressé. Ce projet n'était pas confié au départ, n'était pas prévu pour Arab Contact au départ. Arab Contact a repris un contrat principal qu'avait gagné une entreprise connue sur l'affaire. Et les malfaisances ont fait même l'objet de grands dossiers, non seulement au ministère des Marchés Publics sur Abbas Sadou, et qui sont allés pratiquement jusqu'au TCS, mais qui ont été étouffés. C'est-à-dire que l'argent a été ponctionné parce qu'en fait, cette route-là, ce n'est pas comme ça qu'elle devait être construite. Ce n'est pas son tracé. Cette route-là, c'est en fait une autre route, un doublon de Kribi et Deya, Douala. C'est-à-dire quand vous regardez la route Kribi et Deya, regardez très bien cette route-là. Vous regardez les mensurations et vous regardez la façon dont elle a été fabriquée, même si elle est déjà en désuétude maintenant. C'est un peu dans ce sens-là que devait être faite la route Kribi-Yaoundé par Olama, Lolodorf et Mvengue. Donc les malfaisances nous ont amenés à cette route-là. Donc quand vous évoquez ce problème-là, c'est un bon point pour dire en fait que je sors par là que nous avons un seul problème à l'heure actuelle, c'est Paul Biya. Paul Biya a transformé la notion d'élite en convention, comme j'achète son terme qu'il a dit, c'est-à-dire que c'est lui qui décide, décide qui est élite dans un pays. Quand on vous a nommé ministre, alors directement vous devenez élite. Le grand frère a dit tout à l'heure qu'ils sont ministres, ils n'ont jamais été votés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une assise politique particulière du fait de l'élection, c'est-à-dire du contact au peuple. Et du coup, ils se reviennent donc des censeurs régionaux de ce peuple-là, quand ce peuple revendique. Merci Valère. Elimi, vous allez supporter. Hein. On passe la parole à Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot, le Sud peut-il ou alors doit-il tourner le dos au président Paul Biya? Alors, il faudrait revenir sur la géographie du Sud. La dame a présenté un certain nombre d'aspects. Vous savez ce que le professeur Abayo nous pourrait dire à Famendongo? Non. De quoi tu te mêles? Famendongo est un fils du Sud. Je vous parle de géographie. Quand le Dja et l'Obo parlent à Biya, de quoi Famendongo se mêle?
Non, la déclaration, si. La déclaration à l'adresse des populations de la région du Sud. Non, attendez d'abord. Et si cette déclaration ne parle pas du Dja-et-Lobo et parle du Sud? Maintenant, on pourrait aussi dire que l'océan a sa réalité. Vous avez vu que l'océan n'est pas... L'océan est tranquille. D'ailleurs, les routes de l'océan sont bonnes, elles ne sont pas serpentées. Voilà. De toutes les façons, mon idée est que le Sud nous distrait pour rien. Ah bon? Il y a un terme utilisé, parricide. Oui. Est-ce que c'est le Sud qui a donné la présidence à Biya? Le Sud, c'est combien? C'est qui? C'est pas le Sud. Le Sud, enlevé dans l'élection de Biya, tout le Sud, Biya est toujours président. Le Sud ne représente rien. Pourtant, Biya a tout donné au Sud. S'il faut parler ainsi, dans l'élection de Paul Biya, le Sud ne vaut rien du tout. Donc, le Sud ou pas le Sud? 81 000 voix. Voilà, regardez. Regardez les gens, 181 000, sur 2 500 000. Le Sud ne doit même plus jamais parler à Biya. 7,19%. Voilà. Merci pour les chiffres. Et Limbilobe, si tu n'étais pas là, l'émission est en français. Hein? Non, voilà ce que représente le Sud qui vient parler, qui vient dans une vraie discussion où des gens ont donné 1 million de voix et tout, ils viennent troubler l'eau. Le Sud ne représente rien et il n'y a pas de parricide. Parce que le terme parricide dans la bouche de Femme Ndongo, qu'il devrait retirer, veut dire que le Sud a généré un chef d'État. Et aujourd'hui, on voudrait le tuer. Pour tuer le Biya, on n'a pas besoin du Sud. Première chose. Deuxième chose, les élites du Sud, je prends le professeur Abaou Yono, il ne vous a pas dit là que si Biya le met à la place de Femme Ndongo, il va refuser. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire comprendre? Je dis comme si, et même comme il sait être vicieux, il peut mettre Abaou Yono là à la place de Femme Ndongo. Le professeur Abaou Yono vous a pas dit. Il n'est pas dans cette posture-là. La position lui n'est pas dans la posture-là. Lui n'est pas comme Oran qui dit que chaque fois qu'on parle de Femme Ndongo, il dit non. Si tu dis ça à Abaou Yono, il te dit j'attends ça. Donc, en fait, Femme Ndongo vient réagir en se disant, et vous voyez toute l'élite du Sud a abandonné Femme Ndongo. Ce qui aurait été bien, c'était que Femme Ndongo ne prenne pas la parole à titre individuel. Il aurait quand même dû élégamment se faire accompagner par d'autres élites RDPC du Sud, du NRC. Il prend une tuiture personne et tout seul. Femme Ndongo pèse combien dans le Sud? Il dit que non, il pèse pas. C'est un vieux ministre, hein? Bon, la vieillesse. Quand tu es même vieux ministre. Il est d'ailleurs secrétaire à la communication. De Biya, il est membre du bureau politique. C'est même dangereux quand tu es vieux ministre de Biya, parce qu'on vient de vous dire qu'il a fait 21 ans au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Et si on entre dans ça. Donc, je sors en disant que quand nous avons de vrais problèmes, il faut que les enfants gâtés nous laissent tranquilles. Ceux qui ont bien mangé, ceux qui sont là depuis 31 ans de ministère, ceux qui veulent être ministres d'Abaou Yono et tout le MRC, nous laissent tranquilles. Le Cameroun ne va pas retourner au Sud. Après Biya, moi je suis du Sud aussi. Quand tu as épousé les femmes quelque part, tu es de là. Je vais dans ces villages, je vois. Mais même si vous n'avez pas de route, mais vous aurez les routes sous un autre président. Vous n'aurez plus les routes sous Biya. C'est un autre président qui viendra vous donner les routes. Merci Pierre Blériot. Alors, Elimbi Lobe lève le doigt là depuis. Elimbi, on vous passe donc la parole vraiment en 1 minute. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait 2 moments. J'ai donc évoqué le premier moment en soutenant le fait que d'autres élites qui ne sont pas du RDPC ont le droit de s'exprimer aussi et de critiquer la gouvernance. Le deuxième moment, c'est ce que madame a évoqué d'une certaine manière. Elle n'est peut-être pas allée au bout et je reprends. Oui, vous avez le droit. Mais pourquoi c'est maintenant? C'est une question pertinente. Ceux qui signent, ils viennent signer 40 ans après. Attendez un peu. Abel Elimbi Lobe, on parle d'Abaou Yono par exemple. Et il y a 40 ans, Abaou Yono, il avait quel potentiel? Il avait quel âge? Est-ce qu'il pouvait signer ce genre de document? Votre question est bonne. Voilà.
Entre-temps, attendez un peu, attendez, je vous relance. Voilà ce que ces signataires disent. Il faudrait que nous arrêtions de ne plus prendre nos responsabilités. Il est temps que nous puissions entrer dans le débat. Et ils fustigent ceux du Sud, justement, qui n'ont jamais pris ce genre de position. Tant mieux. Ça ne les dédouane pas pour autant. Ils n'ont pas 40 ans. Ils ne sont pas nés quand Paul Biya est arrivé au pouvoir. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui ont attendu d'avoir des intérêts particuliers qui n'ont pas été satisfaits sont décrédibilisés dans leur action. Vous soutenez donc la thèse de l'aigreur? Non. Moi, ça, ce sont les mots de Fama Ndongo. Fama Ndongo même peut être un aigri, hein. C'est pas facile au pouvoir. Si Fama Ndongo est aigri, alors les autres seront quoi? Je rappelle que si les gens parlent de Fama Ndongo, comme dit Bessala, le guide des Jouvas, Bessala, c'est avec raison. Fama est là depuis 21 ans. Il y a 2 mois que nous avons parlé de son communiqué qui appelait à venir retirer les diplômes de 15 promotions. Et il avait dit aux gens, si vous ne venez pas avant, c'était l'année dernière, si vous ne venez pas avant le 31 juillet, vous êtes frappé d'une pénalité de 25 000 francs. Nous avons traité ça ici et l'affaire a disparu. Il devait avoir honte. Donc ceux qui le critiquent ont raison de le critiquer. Mais ma posture est celle de ceux qui exhortent les gens à s'engager dans la vie politique. Ne pas attendre. Parce que quand vous attendez 40 ans pour venir maintenant dire, ça veut dire que quand il y avait 10 ans de régime déjà, vous espériez encore quelque chose. Quand il y avait 20 ans de régime, vous espériez quelque chose. Et c'est maintenant à l'orée des 40 ans que vous vous rendez compte que ça ne vaut plus la peine. Vraiment, il faut aller ailleurs. Donc ceux qui ont signé là, il a fallu qu'ils deviennent MRC pour se rendre compte que le Sud était mal géré. Mais le Sud n'est pas mal géré aujourd'hui. Quand Bessala parle, c'est des problèmes d'aujourd'hui que Bessala évoque. C'est des problèmes d'il y a 20 ans. Donc il y a 20 ans, vous étiez là, vous ne voyez pas encore que ce gouvernement-là est mauvais. C'est ça, ma posture. C'est valable pour le Nord. Quand j'entends des gens aller faire des meetings maintenant pour dire que si je vous dis de voter et parler en Foufoulde. Voilà, et parler en Foufoulde pour que tout le monde ne comprenne pas. Pour dire que si je vous dis que vous qui avez faim, c'est que je vous mens. Bon, c'est maintenant que vous vous rendez compte que ce pays est mal gouverné. Paul Biya n'a pas changé. Ceux qui découvrent qu'il gouverne mal aujourd'hui, comme Albert Zonga. Hein? Toi-même dans le truc du Sud, Albert Zonga. Oui, il découvre. C'est aujourd'hui qu'il découvre que Paul Biya est un démon. Parce qu'il a dit dernièrement que Paul Biya est un démon incarné. Ouais. Quand il était militant du RDPC, député de Paul Biya, il voyait que Paul Biya était comment? Quand Kamto était ministre 7 ans durant, il voyait que Paul Biya était comment? Paul Biya n'a pas changé. C'est vous qui changez. Et si vous changez de la sorte, c'est parce que vous changez en fonction de vos intérêts. Parce que la lecture que vous avez maintenant du régime du président Biya, il y a des gens qui ont cette lecture de façon constante depuis 40 ans. Je peux comprendre que des jeunes comme Bessala entrent dans le jeu aujourd'hui. Parce qu'eux, ils sont jeunes, ils sont nés hier. Ils sont nés dans le régime. Ils ont dû grandir d'abord. Avoir une maturité politique. Mais les gens que j'entends parler, qui prétendent que Paul Biya est un démon aujourd'hui, eux, c'est les gens de 70 ans, qui sont avec Paul Biya depuis 40 ans. Ils ont été sélectionnés. Ils sont disqualifiés pour chercher à renverser Paul Biya. Probablement, ce sera la dernière problématique sur ce plateau. Voilà, ils sont disqualifiés. On vous a compris. On repasse la parole au professeur Owanangini. Au-delà de tout, hein, professeur, est-ce qu'il ne revient pas qu'à reconnaître que le Sud est finalement en rang dispersé derrière le président Paul Biya? Pas du tout. Ah bon? Mais je le souhaite. C'est pour ça que je vous ai dit d'attendre octobre. Les gens s'agitent beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer en octobre? Pourquoi tous les jours tu nous dis qu'il faut attendre? Il y aura l'élection, non?
Mais tout le monde sait qu'il y aura les Pourquoi vous le rappelez à chaque fois? Parce que c'est le moment de vérité. Bien. Derrière ce processus, il y a d'ailleurs un type de politique particulièrement abjecte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que l'élection présidentielle, c'est un moment où des candidats, même potentiels, vont se déployer et essayer de se faire connaître de l'ensemble des Camerounais, quelle que soit leur localisation géographique, quelle que soit leur assignation communautaire et tout ce que vous voulez. Au lieu donc que le parrain de ces nouvelles élites du Sud vienne dire au Sud ce qu'il envisage pour le Sud s'il était président de la République du Cameroun, il envoie ses ambassadeurs dans de petites transactions médiocres qui n'auront aucun succès d'ailleurs. Parce que ce dont on a besoin... Qui est là parrain? Mais c'est le leader du MRC. Ah bon? Est-ce qu'il y a une discussion? Mais vous voyez le leader du MRC partout? Mais c'est le leader du MRC. Qui sont ces gens? Est-ce que vous avez vu le nom du leader du MRC? Vraiment, monsieur Haïssi, soyons un peu sérieux. Nous sommes très sérieux. La politique se fait aussi dans les manœuvres. On sait donc qui sont derrière ces manœuvres. Mais là où on les attend, c'est qu'ils viennent dire, sur la base d'un projet républicain, et non d'émissaires villageois, ce qui est attendu pour Oh là là, vous insultez le professeur. Professeur, n'insultez pas les hommes politiques. Mais vous dites qu'ils sont des villageois. Je veux te donner quelques 2 ou 3 chiffres qui peuvent nous être utiles. Oui. J'ai dit tout à l'heure que le Sud a donné au président Biya 181 346 voix. Mais ils doivent savoir que la Damawa a donné plus. 190 391. Le centre a donné au président Biya 478 231 voix. L'Est, 182 000, à peu près comme le Sud. Aucune région n'a donné au président Biya 800 000 voix. L'extrême nord est la région qui a donné le plus de voix, 717 000 voix, 442. Donc quand je vois la fragmentation du Grand Nord, parce que le Nord a donné 291 000 voix, 674. Si vous additionnez le Nord, l'extrême Nord et la Damawa, vous dépassez de très loin 1 million, vous atteignez 1 300 000 voix. Que les 3 régions-là, qui ne sont pas les régions... C'est pour dire que le Sud ne doit pas parler, c'est ça? Hein? C'est pour dire que cette querelle des enfants du Sud, aussi légitime soit-elle, c'est une querelle interne. Ce n'est pas une querelle des enfants du Sud. C'est le produit de la manœuvre d'un groupe politique qui, dans la lutte politique, veut accroître son implantation dans le Sud. Et qui appelle... Ce n'est pas un problème de vous me comprenez ou pas. Ce sont les faits. Et qui appelle donc la réaction d'un groupe politique qui, lui, est fortement implanté dans le Sud. C'est compris. Hein? Lisons rapidement ces nombreuses contributions de nos téléspectateurs à travers le monde. Nous allons d'abord au plus 33. C'est un téléspectateur de la France. Bonjour, monsieur Haïssi et toi et à votre panel. Face à la forfaiture actuelle contre le pouvoir en place, il est certes essentiel de prendre position avec fermeté. Mais il faut également rester lucide et demeurer dans une compréhension et qui intègre le cadre légal et démocratique. De prime abord, il faudra analyser ce document de nos 8 acteurs politico-pentecôtistes sur la forme et le fond. Sur la forme, il s'agit de militants égarés d'un petit parti politique en quête de sensation. Sur le fond, je reste déçu de l'aîné professeur Abayono qui a commis une faute sémio-pragmatique très grave. Lorsqu'on sort de l'immanence sémantique de ce pamphlet, il en ressort qu'il s'agit d'individus qui n'ont aucun mandat électif et ne peuvent en aucun cas parler pour les populations du Sud. Aussi, ne laissons
Aussi, ne laissons pas prospérer la désinformation d'opposants en conflit avec leur psyché sur le plateau. Mon cher Niemek, le ministre d'État est une élite politico-administrative et traditionnelle. Il a l'autorité pour parler des affaires du Sud. Je tiens à vous informer qu'il y a une farandole épistolaire qui engage la jeunesse et les populations du Sud disponibles en la matière. Le président Biya est une chance pour ce pays, n'en déplaise aux aigris et apprenti sorcier de la politique. C'est Dr Fabio Tama qui envoie cette contribution. Nous restons du côté de la France. C'est un autre téléspectateur. Bonjour le plateau. Haïti ne deviendra parfait que le jour où il aura... non, vraiment, vous envoyez ces messages tous les dimanches. Et ce dimanche-ci, je ne vais pas vous aider à le relire. Hein. On prend une autre contribution. Que dit ce téléspectateur? Bonjour le panel, merci à M. Valère Bessala, candidat à la présidentielle 2025. Je suis d'accord avec M. Valère Bessala qui précise que le peuple anglophone au Cameroun n'est pas une communauté. Je pense comme lui, car présenter le peuple anglophone comme une communauté serait réduire de façon considérable les raisons fondamentales et la lutte même que ce peuple mène actuellement. Sinon, chaque communauté, comme je l'entends, devrait revendiquer le pouvoir. J'aime votre façon de voir les choses, mais si l'on considère le peuple anglophone comme une communauté, ceci reviendrait à légitimer le tribalisme et donc légitimer le combat négatif du MRC et de la BAS. Bien que l'opposition menée par le SDF soit relativement bonne, les bien-pensants les mettraient dans le même groupe que la BAS. Je parle de la guerre du Nozo. Le message est très long, hein? Je préfère m'arrêter à ce niveau. Allons au plus 39. C'est un message qui nous vient de l'Italie. Que dit le téléspectateur de ce côté? Bonjour, comment tu vas? J'espère que tu te portes mal. Dis au professeur qui n'exagère pas, ok. Dis au professeur qu'il n'exagère pas. Il a trop exagéré avec les insultes, ok. Il dit qu'il fasse très attention. C'est Aziz depuis l'Italie. Allons au plus 241, c'est un téléspectateur. Dis-lui que l'ordre régnera. C'est un message qui nous vient du Gabon. Bonjour, parfait, bonjour et bon dimanche. Faites un tour en Guinée équatoriale, chez Sassou, voir leur région, comment ils ont façonné ces marques depuis Libreville qui envoie cette préoccupation. Prenons rapidement cette autre préoccupation, c'est le 212. C'est un message qui nous vient du Maroc. Bonjour, parfait. S'il te plaît, demande à monsieur Elimbi Lobé de nous faire le ratio entre votants et suffrages exprimés en faveur du président Biya lors de la dernière élection dans la région du Sud. C'est Chris de Casablanca qui envoie cette contribution. Il a fait 7,19%. Autre message, hein? Bonjour l'aîné parfait ici. Dites au professeur Owenangini qu'il doit venir sur votre plateau avec sa tenue du RDPC et qu'il laisse sa casquette d'enseignant. C'est Emmanuel Nomo Mbala qui envoie cette contribution. Professeur, vous êtes d'accord? Ça, c'est un raisonnement particulièrement naïf. Il est aussi villageois? J'ai dit naïf. Ah, d'accord. Le vocabulaire est riche. Villageois. J'ai dit naïf. Le fait d'être universitaire n'empêche pas d'être citoyen. Et le fait d'être citoyen n'empêche pas d'être engagé. Très bien. Repartons au plus 33, c'est un autre message de la France. Bonjour parfait et bonjour à votre plateau. Nous parlons du président de la République, institution avec des missions précises d'inclusion et du bien-être collectif et donc président de tous les Camerounais. Mais je suis étonné que parlant de cette institution, qu'on parlait d'élite et d'une partie du pays, le président de la République serait-il plus important pour une région que pour une autre? Serait-il plus président de la République des uns plutôt que pour des autres, c'est-à-dire que toutes les régions du pays devraient avoir un président. À quand la vision systémique? À quand le changement de mentalité? À quand la République? Vraiment, ça fait pitié. Bonne suite à vous. Quel est le sentiment que cela peut susciter pour d'autres régions de se dire qu'elles doivent aussi avoir leur président de la République? C'est Madeng qui envoie ce message depuis la France. Lisons peut-être deux dernières préoccupations. Hein. Alors, nous prenons rapidement cette autre préoccupation du téléspectateur.
Repartons au plus 33, c'est un autre message de la France. Libre expression, c'est comme une femme qui a mis son mari dans la bouteille, comme on le dit vulgairement en Afrique. Donc, même le jour où elle t'énerve, tu as envie de lui faire l'amour. Par conséquent, tu as toujours envie d'elle. Donc, c'est pareil. Même quand Aïssi ou Elimbi Lobé ou le professeur Meillon nous énerve, on a toujours envie de les voir. C'est le je t'aime, moi non plus. Si M. Dieudonné Van n'existait pas, il aurait fallu le crier. Si Info TV venait à fermer un jour, les gens vont faire la grève de la faim en commençant par moi. C'est un téléspectateur de la France. Merci pour l'instant. Info TV n'est pas fermée. Alors, nous prenons deux dernières interventions concernant justement ce sujet. Alors, je repasse la parole à Valère Bessala. Valère Bessala, au regard de ce qui se passe au niveau du Sud actuellement, et on doit signaler, pour parler comme le professeur, pour ne pas être naïf, que nous sommes quand même quelques mois de l'élection présidentielle. Est-ce qu'on peut également remettre cela sous le coup du chantage politique concernant ceux qui ont justement écrit cette déclaration à l'adresse des populations de la région du Sud? Je crois que Limbi a dit quelque chose de fondamental. Moi, je ne veux pas rentrer dans les raisons qui poussent les uns et les autres, du moins ceux qui revendiquent, à revendiquer. Oui. Mais moi, je reste sur les faits, tout simplement. La question est claire. Le Sud vit un marasme comme toutes les autres régions. Moi, je suis contre ce qui a été dit tantôt pour dire un peu, c'était un peu pour résumer, il y avait quoi avant. Donc, comme il y a des routes, alors c'est bon. Donc, on ne doit plus revendiquer. Non. Le développement est une donnée permanente. Le développement est une quête permanente. Quand on en a déjà, on en demande encore. Quand on en a déjà, on va encore mieux. Vous voyez? Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, tout le monde est bloqué sur le président, justement, qui est déjà fatigué. Parce que c'est ça le véritable souci. On n'a pas un problème avec le président qui a 92 ans. On a un problème avec le président qui a 92 ans et qui nous semble avoir abandonné tout le pays entre les mains d'une petite oligarchie méchante. C'est en fait ça le fond du Cameroun aujourd'hui. Donc, le Sud qui revendique à travers ces gens qui ont cité, moi je ne veux pas connaître leur chapelle politique. Est-ce qu'il y a des problèmes au Sud? Il y en a. Comme il y en a à l'Est, comme il y en a à l'Ouest. Et d'ailleurs, on en fait un peu une exégèse du développement un peu partout. Alors, la question de fond donc est, est-ce que ces gens ont raison de revendiquer? Alors, de l'autre côté, il y a donc comme une imposture de ceux qui ont échoué. Parce qu'en fait, l'imposture de ceux qui ont échoué veut qu'ils défendent toujours leur échec et présentent leur échec comme des réussites. Et disent aux Camerounais, ce qui a été fait n'aurait jamais pu être fait si ce monsieur n'avait pas été président de la République, comme s'il était vraiment ce que vous avez dit tout à l'heure, l'homme-nation. Non, c'est le professeur Famno qui a dit ça. Oui, oui, vous l'avez répété. Donc, l'homme-nation, c'est-à-dire l'homme indispensable, sans lequel le Cameroun ne pourrait respirer, sans lequel le Cameroun aurait disparu. Mais c'est l'homme-lion. Alors, il est lion dans ces choses qu'il a faites peut-être avec les chefs Douala ou les chefs à l'Est, et ainsi de suite. Vous négligez ces choses? Le Cameroun n'élit pas un lion depuis 40 ans, vous comprenez? Le Cameroun élit un Camerounais qu'il pense être à même de pouvoir travailler et donner le bonheur à ses enfants. Alors, il a beau être lion, il a beau être léopard, comme certains le sont, ou je ne sais pas moi, on veut un type qui travaille. Alors, le problème ici est donc... Vous parlez aux initiés. Le problème ici est donc de savoir, est-ce que Paul Biya peut encore faire l'affaire pour toutes les régions, comme même y compris sa propre région du Sud? C'est ça la véritable question. Autant à Douala, dans le littoral, on va revendiquer. Parce qu'on a par exemple la route, si on prend la route simplement de Douala à Konsamba, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Donc vous voyez qu'on peut prendre même Ngaoundéré, Garoua. J'ai vu là-bas, les gens sont avec des truelles un peu partout sur la route, il y a Ngaoundéré, Garoua, ainsi de suite. Il y a même Douala, Yabassi. Je crois que René Limbi en a déjà parlé, reparlé, et tout ça, personne l'écoute. Alors, il y en a comme ça partout. Donc le véritable problème, c'est celui-là, c'est-à-dire l'imposture de ceux qui nous dirigent et qui, justement, sautent toujours au plafond pour aller contredire ceux qui revendiquent afin de cacher leur misère de développement, leur misère de management, leur misère d'incompétence. Voilà la véritable logique, M. Parfait, ici. Donc ce débat, au-delà des chapelles politiques, au départ ou au-delà de tout ce qui peut motiver, au fond, leur revendication, il y a quelque chose, c'est que le peuple est en souffrance et a besoin de changement. Et ce changement, il viendra. Le professeur dit, attendons octobre. Moi aussi je dis,
attendons octobre, parce que octobre, c'est octobre du peuple camerounais, justement, qui va assumer le changement. Merci Valère. Pierre Blériot, Nyemeka, analysons un peu la posture du professeur Famondongo. Je voudrais que nous puissions analyser ses postures parce que lui-même, il est sémioticien. Alors, pourquoi c'est le professeur Famondongo qui se sent principalement concerné lorsqu'il y a une sortie de certaines élites du Sud? Est-ce que ces élites du Sud se sont adressées particulièrement au professeur Famondongo? C'est pour cela que je vous ai dit que les élites du Sud, et notamment celles du Dja et Lobo, pourraient demander à Famondongo de quoi te mêles-tu. Mais allons au-delà. Vous savez que pendant longtemps, le professeur Famondongo a été isolé dans l'Anvila. Il est le seul ministre de ce côté. Hein. Il vient d'être même porté chef de deuxième degré. Dans l'Anvila, je ne parle pas des autres. Dans l'Anvila, et même, il est ministre d'État. Il s'est fait fabriquer une chefferie de deuxième degré. Comment ça, il s'est fait fabriquer? Bien sûr. Mais moi, je connais comment la chefferie traditionnelle fonctionne. Il n'y a pas de possibilité qu'une chefferie de troisième degré se mue. Non, comment ça s'est fait? Il a appelé son ami à Tangandi. Il lui a dit que, bon, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Il est devenu chef de deuxième degré. Ce n'est pas comme ça. Alors, Famondongo se croit obligé de répondre quand l'élite du Dja et Lobo, moi je ne vais plus parler du Sud, l'élite du Dja et Lobo a parlé à Biya. On a écrit Sud par extension. C'est le Dja et Lobo qui s'adressait à Biya. Parce que le Dja et Lobo estime d'ailleurs que si Biya n'est plus président maintenant, le premier département qui sera puni, entre guillemets, pourrait être le Dja et Lobo. Pendant que les Abayono et autres Mung du Dja et Lobo parlent, Famondongo sort là-bas de l'Anvila. Il vient leur répondre. Vous voyez qu'ils ne vont même pas lui répondre. Ils lui disent que tu as fabriqué combien d'élites là-bas dans l'Anvila? Là-bas dans l'Anvila, là-bas, il y a combien d'élites? Comment se trouve Ebolova? Vous savez que Ebolova est chef de la région du Sud. Hein? Je crois que si ce n'est pas la dernière après l'Est, c'est l'avant-dernière. En termes de développement qualitatif. Oui, on va parler des chiffres. Ebolova est la dernière, parmi les dernières régions à avoir reçu leur université d'État. Alors que c'est leur fils qui était ministre pendant 21 ans. Et cette université d'État se trouve dans 5 sites dispatchés dans les petits établissements et des épiceries, dans la ville de Bolova et partout ailleurs. Il n'y a rien, il n'y a pas un site. Et Bolova a tenté d'avoir un comice qui a échoué. On a commencé à construire l'hôtel du comice qui a duré 14 ans. Et Bolova, c'est un marasme. Il y a une seule boulangerie dans toute Bolova. Cela signifie donc que les populations du Sud ont donc le droit de se plaindre. Mais qui les a placés dans cette situation? Et le Sud, quand les gens... Il y a une seule boulangerie à Ebolova FM à 21h, elle appartient à un blanc. Le meilleur hôtel que Famondongo a pu construire, il allait le construire dans un village après Ebolova, on appelle un Kolandom. C'est-à-dire tu traverses son village. Tu pars te perdre là-bas. C'est son propre village. Et les gens vont là-bas parce que Famondongo est ministre. Qui va aller se perdre là-bas quand il ne sera plus ministre? Donc, Ebolova, c'est le cynisme. Quand vous devez quitter Ebolova pour aller en Bam, vous commencez à prier. Mais c'est toujours dans le Sud. Si vous quittez le village de Mathias Onangine pour rejoindre Ebolova, vous partez de là-bas. Vous allez d'abord, vous venez à Yaoundé. Vous quittez le centre, vous allez dans le littoral à Edea. Vous quittez Edea maintenant pour rentrer là-bas. Mais c'est quelle torture ça? Mais le Sud même, c'est l'enfer. Merci. Le Sud, c'est l'enfer sur terre. On parle de quoi là? Vous connaissez, si je devais me mettre à citer les villages perdus, en dehors de Bolova, on cite encore quel village, puisque Bolova même est un village. C'est compris. Abel et Limbi Lobé et Bolova est donc un village. Le Sud, c'est l'enfer, selon Pierre Blériot. Hein? Il y a une vérité que les aspirations démagogiques des uns et des autres ne changeront pas. Le Cameroun est un pays de communauté. Il n'est pas devenu autre chose. Les discours n'ont rien changé. Le jour où le président est devenu du Nord, les communautés du Nord étaient en droit d'attendre une attention particulière. Et elles ont eu. Et l'histoire nous amène à dire, comme disait madame tout à l'heure, vous avez eu ceci, vous avez eu ceci, il y a eu un aéroport, il y a eu un stade, il y a eu. Et c'était légitime. C'est compréhensible dans l'esprit humain. Si je devenais président maintenant,
il est normal que les populations du littoral attendent que quelqu'un qui connaît les problèmes du littoral tienne donc la main pour résoudre ces problèmes. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne doit pas résoudre les problèmes des autres régions. Et c'est d'ailleurs pour cela que tous ceux qui sont nommés au gouvernement doivent contribuer à faire prendre en charge les problèmes de leur région qu'ils connaissent mieux que les problèmes des autres régions. C'est trivial. Pour dire quoi? Pour dire que maintenant donc, que vous-même, vous voyez que 40 ans où le Sud a géré le pouvoir et que, comme disait Bessala tout à l'heure, le président Ahidjo aurait pu, en 82, ne pas envisager que le pouvoir marche. Il aurait pu envisager que le pouvoir reste au nord. Il a pensé que le pouvoir doit aller ailleurs pour que d'autres parties du pays soient impliquées dans la conduite des affaires. On va chuter. Eh bien, je pense que le grand centre sud qui a déjà eu à gérer le pouvoir et le nord qui a déjà eu à gérer le pouvoir, eux doivent penser que le pouvoir doit aller ailleurs. Apparemment, c'est une constante vous avez de la votre vie message, politique camerounaise. que vous voulez absolument Pensons que le pouvoir aille ailleurs. Vous pensez que le pouvoir peut rentrer encore dans le sud? Mais c'est quelle magie? Tu étais en train de le dire pour conforter. Nous sommes en démocratie, monsieur Williamek. La démocratie. Et ici, je termine là-dessus. Il n'y a plus ça. C'est être sincère que de dire que le pouvoir marche. Il marche. Et que de dire que le pouvoir doit aller ailleurs après avoir fait 40 ans, première chose. Deuxième chose, nous devons travailler pour que nulle part, plus jamais, le pouvoir ne reste nulle part 40 ans Mais durant. monsieur Limbi-Lobe, vous êtes démocrate? Oui. Alors, et vous tenez le style de langage qui voudrait qu'on doit faire un effort pour que le pouvoir ne reste plus au sud. Alors, où est-ce que vous mettez la place de l'élection? Je vous te réponds. Oui. L'élection intelligente, c'est celle qui fait en sorte que le pouvoir soit exercé d'une manière qui stabilise le pays. Ce n'est pas le fait du hasard. Ce n'est pas le fait du hasard. C'est pas la démocratie. C'est le choix du peuple. Et je demande à ce peuple de choisir. Ce choix peut même consister à faire ôter le pouvoir. Ce choix peut consister à faire ôter le pouvoir. À quoi C'est ce que je lui demande. l'élection? Mais l'élection, c'est que nous, les peuples... Cela signifie donc ceci. Je te réponds. D'abord, monsieur Limbi, attendez. Cela, non, il faut qu'on soit très clair. Oui. Cela signifie donc que, comme le pouvoir ne doit plus être au sud, en octobre prochain, si je m'en tiens à votre raisonnement, même si les Camerounais, dans leur majorité, votaient pour un ressortissant du Sud, le Conseil constitutionnel devrait déclarer que non, il a raté l'élection et on donnera plutôt un ressortissant d'une autre région. Ce n'est pas la compétence du Conseil. C'est ça la démocratie. Le Conseil constitutionnel dit ce que le peuple a dit. Répondez d'abord à la question. Je suis en train de vous répondre. Oui. Je n'attends pas que le Conseil constitutionnel dise cela. Ce n'est pas son rôle. Si les électeurs votent pour un ressortissant du Sud... Si les électeurs votent pour un ressortissant du Sud, il sera président. D'accord? Et ce que le débat n'est pas clos. Ce que les élites s'y viennent de faire, ils sont en train de dire aux élites du RDPC qui ont œuvré durant 40 ans pour que le pouvoir soit au Sud et qui n'ont pas fait bénéficier du Sud des bienfaits de ce pouvoir, de sortir de cette logique. Et c'est pour ça que je les soutiens. Et je dis donc que le Nord, que le Sud, que le Centre travaillent pour le bien, la justice du Cameroun et participent à envoyer le pouvoir ailleurs. Ailleurs où Madame chez les anglophones, ils attendent aussi on a compris ce message, monsieur Limbi-Lobe. Madame Abega qui ne parle pas beaucoup sur ce plateau, je ne sais pas pourquoi vous êtes en train de la marginaliser. Donc, Madame Abega, vous avez la parole. Vous avez d'ailleurs demandé cette parole. Oui. Je reviens sur la lettre. La lettre interpellative des 7 ressortissants du Dja-et-Lobo. Je pense que même si ce serait un autre originaire du Dja-et-Lobo, parce que là c'est l'élite du Dja-et-Lobo qui a parlé, il ne fera jamais l'unanimité.
lors d'une élection, on ne fait jamais l'unanimité. Et puis, pour revenir au propos de M. Elimbi Lobé, concernant qui prendra le pouvoir et qui ne... concernant la rotation du pouvoir, je pense qu'il y a des préalables. Il y a des candidatures qui doivent être sélectionnées et il y a, comment dirais-je, des conditions à remplir pour que ta candidature soit sélectionnée. Si le code électoral a défini les conditions d'une candidature, si celui de l'Est ou bien du centre ou bien de l'Ouest qui est pressenti ou bien qui devrait être pressenti ne remplit pas les conditions, donc il ne sera jamais sélectionné. Donc le débat que nous sommes en train de faire sur la rotation du pouvoir, je pense qu'il n'a pas sa raison d'être. C'est celui qui remplit. n'empêche pas la rotation. Oui, c'est celui Un homme du Sud. Monsieur Elimbi Lobé, laissez-moi terminer. Oui, laissez-moi. La même énergie qu'on voit. Un homme du Sud, permettez à cette dame d'aller pour sa pensée. Sa candidature validée. Un homme de l'extrême nord peut ne pas avoir sa candidature. On a compris, validée. madame, vous allez terminer. Ça n'empêche pas que Je vais nous terminer. cherchions à faire... Terminez, madame. Monsieur Elimbi Lobé, moi je pense que c'est celui qui aura gagné à travers les urnes qui sera candidat. Ce n'est pas une question de... Qui sera qui sera président, ce n'est pas une question de rotation de pouvoir. Et ce n'est pas... Non, on ne doit pas commencer à dire d'entrée de jeu, Monsieur Niemet, laissez-moi terminer, vous allez m'écouter. Je veux dire que ce n'est inscrit nulle part. C'est pas la dictature. C'est inscrit où? Qu'on doit faire la rotation de pouvoir. C'est encore sur concerne, mais nous parlons de la Constitution et nous parlons du code électoral. Nous parlons du code électoral. Vous ne pouvez pas disqualifier celui que les urnes ont qualifié. Une seule personne, c'est madame qui a la parole. Vous ne pouvez pas disqualifier celui que les urnes auront qualifié en octobre. Les urnes parlent même chez nous. Les urnes parlent. Vous êtes en direct sur Info TV. C'est de ça qu'il s'agit. Nous remarquons une autre touche pause et on reviendra pour la dernière ligne droite de ce programme.